Bonjour à tous et bienvenue sur l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel entretien, toujours avec Charles Gave, mais aussi avec un invité exceptionnel, Xavier Roffer, qu'on est toujours content de recevoir au bureau. Bonjour Monsieur Roffer, comment allez-vous ? Bonjour Charles et bonjour Léonard. Alors, pour ceux qui, par miracle, ne vous connaîtraient pas, comment vous présentez en fait, de manière générale ? Alors, jusqu'à cette année, la fin de l'année 2025, je suis directeur d'études au pôle sécurité défense du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers. À l'origine, il y a bien longtemps de ça, le CNAM est une espèce d'université technique et scientifique fondée par la Révolution française pour doter la France en ingénieurs militaires. Et après ça, bien entendu, ça a proliféré. Il y a maintenant 3000 diplômes, mais il y a un pôle sécurité défense où on étudie tout ce qui touche autour de la sécurité de la défense. Plus des enseignements dans des universités étrangères, plus le fait de diriger une revue scientifique qui s'appelle Sécurité Globale et de faire, à titre de produits destinés à informer les gens, puisque l'État, l'appareil d'État ne le fait plus, la direction du bulletin Réel Criminel qui appartient au groupe de la revue géopolitique Conflit. Voilà. Très bien. Et alors déjà, première question. Comment fait-on pour recevoir Réel Criminel ? Comment ceux qui nous regardent là peuvent essayer de constater le travail que vous faites ? Alors dans un premier temps, dans une première partie de la vie de Réel Criminel, c'est une entreprise civique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'informer ou de réinformer les gens qui ont besoin de savoir la vérité sur les crimes, les délits, les infractions, les fraudes, etc. Et donc on peut le recevoir gratuitement. Très bien. Vous avez là un panneau qu'il faudra montrer tout à l'heure à l'antenne, en disant qu'il suffit d'envoyer son nom, son prénom et bien entendu de l'envoyer par mail. Donc, auquel cas, à l'adresse de récipiendaire, on a déjà l'adresse mail de l'intéressé. Et donc, à partir de ça, on le met dans le fichier et il reçoit au moins jusqu'à la fin de l'année 2026. Très bien. Donc, on mettra à l'écran et puis dans la description ensuite. Donc, à xrefer. Est-ce que vous êtes équipé pour le cas échéant que des personnes fassent des dons pour aider à votre effort ? Alors, il faut que ce soit à conflit. Il faut que ce soit à conflit. Parce conflit que nous, qui est la maison mère. Voilà, c'est la maison mère. C'est chez Jean-Baptiste Noé. Voilà, qui est un garçon très bien, qu'on a reçu ici souvent aussi, qui fait des émissions ici aussi de temps en temps. Et donc tout ça, nous sommes dans une assemblée, si j'ose dire, de malpensants, de gens qui pensent que l'État ne fait pas tout à fait tout ce qu'il devrait faire. Alors moi, j'évite le côté spécialiste en tout genre, donc je sais simplement une chose, c'est que dans le domaine régalien, c'est-à-dire sécurité, défense militaire, etc., on apprend peu de choses et ce qu'on apprend est généralement biaisé quand ça n'est pas purement et simplement traficoté de manière à éviter aux gens qui nous dirigent d'avoir des mauvais résultats et donc des électeurs mécontents quand il y a des élections. Mais alors, je voudrais vous poser une question ici parce que ça me tracasse beaucoup, ça. On peut espérer que les gens au pouvoir savent que les résultats sont mauvais et qu'ils sont traficotés, non ? Ils le savent, bien entendu. Ils le savent, bien entendu. Ils le savent en premier. Mais ils le savent en premier. Mais alors, en traficotant les résultats, ils espèrent, en mentant aux Français, que ça va leur amener des résultats électoraux qui seront bons quand même ? Non, ils en sont plus là du tout. Ah bon ? C'est-à-dire qu'on est en permanence dans la 5e République agonisante où nous vivons à l'heure actuelle à encore un petit moment, monsieur le bourreau, à savoir qu'ils pensent passer la semaine, ils pensent que ça va les dégager pendant à peu près quelques jours et ils n'ont pas d'horizon lointain. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans mon domaine, dans le domaine régalien, vous avez des gens, ça m'est arrivé, on va les voir, on leur dit: seriez-vous intéressés à ce qu'on fasse brutalement baisser la criminalité de 20 ou 30%? Et ils disent: ah bah bien entendu, expliquez-moi. Et si ce qu'on leur explique va au-delà de quelques mois de leur espérance de vie ministérielle, brutalement ils décrochent, ça les intéresse plus. C'est-à-dire que tant que c'est capitaliser et bâtir pour l'avenir, tout de suite ils disent: donc, ce qui les intéresse, c'est que je leur donne un truc, une martingale, qui leur permettra le soir même ou
au pire, la semaine d'après, d'aller aux 20h de la télé et de dire « moi, etc. » Tout ça pour leur carrière personnelle. Ouais. Le reste ne les intéresse pas. Alors c'est ce que je regarde, c'est ce que j'observe beaucoup quand je lis tous vos numéros de Réel Criminel, c'est l'absence de mesures globales et vraiment de changement de système, on va dire. Et en revanche, c'est l'utilisation de petits mots, de petits concepts, opération place nette, ce genre de choses, reconquête républicaine. Des gadgets. Voilà, des petits gadgets. Et en plus de ça, à chaque fois, vous démontrez très bien que ça marche jamais, qu'à chaque fois, il y a des opérations médiatiques, que tout le monde est prévenu en avance, que on va mettre le ministre de l'Intérieur avec la télévision, etc., dans un des quartiers nord de Marseille, et que 2 heures après, hop, tout le trafic revient. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Voilà. Nous avons affaire à des gens, c'est malheureux à le dire, ça advient vers les fins de règne, les fins de parti, les fins de système. Vous avez affaire à des gens qui sont incapables d'envisager les choses à long terme. Par exemple, quand on leur dit que dans le domaine du trafic de stupéfiants, il y a des cycles, c'est pas nouveau, la cocaïne, l'héroïne, tous ces stupéfiants-là existent depuis la fin du 19e siècle, au pire début du 20e, et donc on a un siècle et maintenant un peu plus de derrière nous pour voir, pour observer avec des données objectives, le nombre de gens traités dans les hôpitaux, ce que les douanes saisissent, etc. Donc on a des éléments objectifs, on peut leur dire il y a des cycles de 10 ans. Dès qu'on leur parle de cycles de 10 ans, ils disjonctent. C'est pas important parce que moi, dans 10 ans, où est-ce que je serai, Oui. quoi. Voilà. En plus de ça, l'espérance de vie en ce moment des ministres de l'Intérieur, enfin des ministres de manière C'est générale, encore plus. Oui, voilà. Alors, en même temps, ce qui se passe là, aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que récemment, jusqu'à ce que quand même, dans une espèce de dernier réflexe, je dirais pas salutaire, mais non suicidaire, on décide de mettre comme ministre des gens qui sont pas candidats, mais encore récemment, avant que M. Darmanin dise que finalement il n'y allait pas en 2027, vous aviez des gens au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, c'est-à-dire dans les ministères régaliens, des gens qui étaient à moitié en campagne électorale et à moitié ministres. Alors, il faut que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent une chose. Il n'y a pas ministère plus atrocement difficile et ardu que le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est 3 ministères en un. Vous avez le ministère de la Sécurité, vous avez le ministère des cultes. Or, j'ai cru comprendre qu'avec un des cultes pratiqués en France, il y avait parfois des problèmes. Hein, l'islam, Depuis peu de temps. Oui, voilà. On peut parler du bouddhisme, je crois. Non. Je parle de la forme d'islam qu'on a en France, dans certains cas, qui est l'islam activiste. Et troisièmement, c'est le ministère du maillage territorial des préfectures et tout. Un tel ministère, j'ai parlé à d'anciens ministres de l'Intérieur, il faut être sur le pont 20 heures sur 24. En sachant que la coordination des trois et la difficulté des trois, et quand vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne dormez pas, parce que les hauts fonctionnaires étant à l'image de leur ministre, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils ouvrent le parapluie. Ouais. Donc, toutes les nuits, le ministre de l'Intérieur est réveillé parce qu'il y a un type qui est monté en haut d'une grue parce que sa femme ne veut pas leur rendre leur enfant, leur d'un divorce, etc. C'est que toutes les nuits. Donc, c'est un métier, un poste extraordinairement à la fois exposé et difficile, et vous aviez des gens, là, monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui faisait des cénacles destinés à promouvoir sa ligne politique en vue d'une future présidentielle, et monsieur Retailleau qui se faisait élire président du Parti républicain. Ça ne devrait pas être possible, et donc ça complique encore les choses, parce qu'au lieu d'avoir des gens qui ont une attention simplement à court terme, vous avez affaire à des gens qui ont une attention à court terme et à éclipse. C'est-à-dire quand ils ne sont pas en train de faire campagne électorale pour leur futur présidentiel, ben ils sont ministres de l'Intérieur. Ce qui est strictement impossible. Les grands ministres de l'Intérieur de la République française, à commencer par Clémenceau, ils étaient sur le boulot du matin au soir et puis pas de week-end, parce que c'est extraordinairement dur. Vous imaginez que le ministre de l'Intérieur a 270 000 hommes sous sa coupe. Oui. C'est-à-dire 120 000 gendarmes avec la réserve et 150 000 policiers. Rien que ça, avec la responsabilité
Je crois qu'il faut partir des fondamentaux. Le fondamental, il a été donné une fois pour toutes par Raymond Aron dans les années 1990. Il a défini ce qu'était la responsabilité des gens qui étaient en charge d'un État-nation. Vous êtes le président de la République d'un État-nation, quel est votre boulot? Que vous demande-t-on? Qu'attend-on de vous? Et il a eu cette formule extraordinaire, ça tient en une phrase, c'est pas difficile, un enfant le comprendrait, respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Voilà, le président d'une république, le système, le gouvernement d'un État, c'était la responsabilité du dirigeant suprême de la France dans sa phase monarchique, dans sa phase impériale et dans sa phase républicaine, c'est respecter à l'extérieur, parce qu'autrement on vous envahit, et en paix à l'intérieur, parce qu'autrement c'est le chaos. Et donc les gens, à partir du moment où on a créé un État-nation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens ont délégué à d'autres le soin de les défendre et de les protéger. C'est-à-dire, ils ont délégué à l'appareil d'État le monopole de la violence légitime. À partir du moment où vous déléguez ça, ben vous vous désarmez, vous faites confiance à des gens, c'est plus la loi de la jungle. Voilà, donc leur travail, leur job, respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. À l'heure actuelle, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ni l'un ni l'autre. Il m'arrive souvent d'aller en Afrique. Quand je vais en Afrique, la première, je sais, j'y suis prêt, je m'y attends, c'est les algarades sur M. Macron en disant on veut plus le voir, n'importe quoi, il ne connaît pas, il ne comprend pas, il n'aime pas l'Afrique. Les gens, pour pouvoir leur parler, il faut avoir un minimum d'empathie à leur égard. Donc c'est une sottise pour être poli après l'autre. Et puis, donc, quand on va ailleurs, c'est plutôt un sujet, des fois, de rigolade plus qu'autre chose. Ouais. Alors, il y a ce problème-là, donc respecter à l'intérieur, pas trop. Et en France, en paix à l'intérieur, ça n'est pas le cas. Je vais vous donner un seul exemple. On ne va pas inonder les gens avec les chiffres. S'ils écrivent et s'ils demandent à recevoir réel criminel, ils auront tous ces chiffres-là en détail avec les explications et surtout avec les sources. Donc, je vais vous donner un chiffre. Depuis que M. Macron est président de la République, on va prendre les années pleines. Il est arrivé en cours d'année 2017, donc on prend de 2018 à 2024. Donc, les années pleines. Sous M. Macron, les homicides et les tentatives d'homicide ont augmenté de 59%. C'est effroyable. Depuis que les statistiques et les chiffres existent, on n'a rien vu de semblable. Alors pourquoi je dis les homicides et les tentatives d'homicide ensemble? Parce qu'il s'est produit quelque chose dans les années 80 qui est très important. C'est que les Français, qui sont un peuple inventif, ont inventé la médecine d'urgence. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes blessé sur la voie publique ou quand vous vous faites poignarder par quelqu'un chez vous, c'est plus un bête-car de police-secours qui vient vous chercher, c'est une unité médicalisée qui s'appelle les SAMU ou pour l'urgence médicale, les SMUR. Et donc, depuis que les SAMU et les SMUR existent et ont été répandus partout sur le territoire français, à l'heure actuelle, il y en a plus de 500 pour la France métropolitaine, naturellement implantés dans les hôpitaux et de l'assistance publique et autres sur le territoire français. Le risque que vous ayez de mourir pendant le transfert entre le moment où vous êtes blessé, que ce soit accidentel ou que ce soit criminel ou autre, et le moment où vous êtes sur la table d'opération, dans la salle d'opération à l'hôpital, le risque est passé de 7 risques sur 10 de mourir à 3. Ouais. Alors, naturellement, depuis qu'on a cette situation-là, le nombre d'homicides purs, il n'a plus aucun sens. Voilà. Puisque le nombre d'homicides a baissé considérablement. C'est pas parce qu'il y a moins d'agressions possibles. Il y a moins de morts. Ben oui, bien entendu, il y a moins de morts. Mais en l'effet de la médecine, pas de... en revanche, il y a eu un effet de vase communicant, à savoir que ceux qui sont pas morts, c'est devenu des blessés graves, bien entendu. Ça. Parce qu'il a fallu les soigner. Ah non, alors, quand on agit, de manière sincère, à partir des chiffres mêmes que donne l'État, mais qui tripotouille, qui truande, vous avez, à l'heure actuelle, plus 59%. C'est-à-dire, quand on compte les membres. Et en plus de ça, on va en profiter pour tordre le cou à un bobard, là, médiatique.
qui est celui du sentiment d'insécurité. Les journaux disent, oui, les pauvres, ils ont un sentiment d'insécurité, c'est des beaufs comme ça dans leur coin, les malheureux, donc ils pensent qu'ils sont pas en sécurité, mais en réalité, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, parce que quand on mesure l'homicidité, c'est-à-dire le risque qu'on a d'être soit tué, soit blessé gravement dans la rue par des kidams qu'on connaît pas, hors cadre familial, bien sûr, on s'aperçoit que le risque d'homicidité pour les citoyens français, ce qui forme le socle de notre réflexion aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans les 30 années antérieures. Le risque de 1970 à 2000 d'homicidité pour les Français a augmenté de 113%. Ça veut dire que le fait que les gens aient peur d'être assassiné ou blessé gravement, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Ça a augmenté de 113%. Ça aurait augmenté de 2%, on dirait, bon, ok, ils fantasment, ils ont peur pour rien, etc. Mais là, non, 113%, c'est un vrai chiffre, une vraie augmentation. Absolument. Et derrière, ça a une implication aussi sur le taux d'élucidation. Ça, je trouve ça intéressant. Je reprends vos chiffres. En 2018, le taux d'élucidation des homicides et tentatives d'homicide, c'était 81%, 81,5%. Et en 2023, c'était 66,5%. C'est quand même un différentiel assez énorme, surtout pour des crimes aussi importants que ça, quoi. Alors vous voyez la tenaille infernale dans laquelle est prise à l'heure actuelle la France, du fait de l'impéritie de ceux qui nous gouvernent. Il y a toujours plus d'homicides et de tentatives, et les homicides et les tentatives sont de moins en moins élucidés. Oui. Pareil, par exemple, pour les cambriolages. Voilà, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on les attrape pas. À l'heure actuelle, si vous avez, alors il faut être honnête, hein. Bien entendu, il est rare qu'un cambrioleur commette un seul cambriolage par an. Mais le taux d'élucidation des cambriolages, des effractions de domicile ou de maisons, d'appartements, etc., étant de 7%, à supposer que les cambrioleurs ne commettent qu'un seul cambriolage par an, leur taux d'impunité est de 97%. Ouais. C'est-à-dire que j'ai cherché le taux de mortalité et de blessure pour le fait de traverser en dehors des clous. Il est plus dangereux de traverser en dehors des clous que de cambrioler, parce que le taux de victimation pour le fait de traverser en dehors des clous est plus élevé. Donc c'est grotesque, quoi. C'est grotesque, mais ça me rappelle quelque chose, si vous voulez, c'est que dans mon enfance, dans les villages ou les villes en province, etc., personne ne fermait sa porte. Ben non. Tout le monde allait d'une maison à l'autre, allait boire un café chez le voisin, je sais rien. Mais maintenant, tout est fermé à double tour. Avec des caméras de surveillance partout, évidemment. Donc, ça, on le dit pas, c'est pas un enseignement de la sécurité, mais ça rend la vie en société quasiment impossible. Parce que vous n'avez plus de relations de voisinage, vous n'avez plus rien, tout le monde est enfermé chez lui, quoi. Ou alors, les gens ne se parlent que pour dire « t'as pas été cambriolé, cette nuit j'ai vu passer des mecs bizarres dans la rue, etc. » Ça devient une société paranoïaque. Et on peut pas dire que les paranoïaques... Même les paranoïaques ont des ennemis, vous savez. Oui, les Kissinger disent ça. C'est drôle. Oui. Donc, c'est vrai, mais alors à partir du moment où le voisinage, ces voisins vigilants, c'est pas une vie, quoi. L'être humain est pas fait pour se méfier. J'ai vu à Londres, il se passe des phénomènes comme ça, c'est que maintenant il y a des organisations de voisinage qui font la police dans le voisinage. Ouais, ouais. Vous prévenez, attention, il y a vos enfants qui sont en train de partir là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de sortir. Donc on s'en rend compte que l'État ne faisant plus son boulot, les gens disent c'est moi qui vais faire la police dans mon quartier, quoi. Exactement, j'ai vu ça aussi. Pour ça quand même. Bien sûr, si on payait fait le boulot deux fois, quoi. Si payer était en option, les gens paieraient pas. Ouais. Non, mais j'ai vu ça très récemment, la semaine dernière en Italie. Maintenant, il y a des citoyens italiens qui en ont plus que par-dessus la tête de se faire piquer leur sac à main, leurs bijoux, leurs machins par des nomades venus des Balkans. Alors, il y a des jeunes du quartier qui ont des bombes de peinture fluorescente et quand ils en repèrent un, ils le taguent à la peinture fluorescente, ce qui fait que l'autre ne peut plus travailler. Ouais. Alors, il est obligé de s'enfuir. Ça m'étonne pas des il a Italiens, changé de vêtements, etc. Donc, c'est pas un geste meurtrier, c'est pas comme de le lyncher ou de le couvrir de goudron et de plumes. Mais quand même, c'est assez efficace. J'ai vu ça sur des vidéos. Le type, il est en train de s'approcher d'une vieille dame pour lui prendre son sac. Pssst, il est barbouillé avec de la peinture jaune, fluorescente ou orange. Eh ben, il s'en va tout de suite. Ouais. Donc, et c'est l'inverse de ce pourquoi a été conçu l'État-nation.
qui est quand même en France un édifice officiel qui a plusieurs siècles d'existence. La France était un état-nation sous Philippe le Bel. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des moines qui grattaient des arrêtés, des décrets, des trucs, etc. Et donc, ça a été sous la forme monarchique. Auguste. Oui. La forme monarchique, la forme impériale, la forme républicaine. Mais vous avez eu... On avait toujours une police. Oui. Mais l'armée nationale et la police nationale, comme la France, pour des raisons... On ne va pas faire la conférence là-dessus, mais pour des raisons qui sont très particulières, la France a été le premier État-nation, donc il a eu la première armée nationale, et après ça, il a eu la première police nationale. Alors pourquoi la France était dans cette situation-là ? La France est le deuxième occidental, hein. Il y a eu des empires en Asie, etc. Mais la France est le premier État-nation d'Europe parce qu'à un moment donné, un tiers de la population française étant devenue protestante, il fallait faire quelque chose. Non, on ne pouvait pas dire « je suis roi parce que Dieu l'a voulu ». Il y avait un tiers de la population qui disait « pardon, vous pouvez m'expliquer ». Voilà, donc il y a eu une autre référence parmi les systèmes de gouvernement. Alors après ça, bien entendu, la monarchie absolue a prévalu et donc il y a eu la révocation de l'édit de Nantes et ça s'est résolu dans notre pays par le départ des protestants. Mais l'État-nation était déjà constitué. Et la caractéristique de l'État-nation, c'est qu'il ne peut y avoir une armée nationale que dans le cadre d'un État-nation. Oui. J'ai expliqué ça. On a usé des litres de salive à essayer d'expliquer ça à nos amis américains qui disaient « il ne vous sera pas possible de créer une armée nationale en Afghanistan parce que l'Afghanistan n'est pas un État-nation. Et quand vous n'avez pas d'État-nation et qu'il y a un choc quelconque, tous les soldats de l'armée nationale foutent le camp sur le territoire de leur tribu en emportant leurs armes parce qu'on n'est jamais trop prudent et ça s'arrête là, quoi. Donc c'est l'armée nationale et deuxièmement la lieutenance de police du lieutenant Larénie sous Louis XIV. Et donc, c'est comme ça que Paris a été le siège de la première police officielle d'État. Et c'est ce qui explique, alors en France, on dit toujours, il y a des chicayas toujours entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris. Pourquoi ? Parce que la préfecture de police de Paris est de 80 ans plus vieille que le ministère de l'Intérieur. Donc, la préfecture de police sous Louis XIV et ce qui se crée sous le nom de ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Maison du Roi sous Louis XVI, après l'abolition de la monarchie, qui devient le ministère de l'Intérieur. Donc, 80 ans après. Donc, voilà. Donc, on a un système et le système en question, fondamentalement, il est sain. C'est-à-dire que nous avons une bonne police, nous avons une bonne gendarmerie, et nous avons une justice qui n'est pas bonne du fait qu'elle est tragiquement sous-équipée et sous-peuplée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, la France a 4 fois moins de procureurs que la Pologne. La France, par quantité par 100 000 habitants, a moins de procureurs que l'Albanie et que la Moldavie. Alors, au secours, quand M. Dupond-Moretti, qui a réussi sans doute mieux au théâtre que comme ministre, maintenant, nous disait « mais j'ai augmenté le budget de 8%, c'est une plaisanterie. Pour remettre les choses à niveau, il faudrait 30% pendant 5 ans ou 6 ans. Ouais. » Voilà, donc la situation en France n'est pas bonne pour cette conjonction-là, et la conjonction à l'heure actuelle que nous vivons, c'est que le tort principal, le défaut de fonctionnement principal se trouve à la tête de l'État. Il a des instruments, il ne sait pas s'en servir. Il ne sait pas ou il ne veut pas ? Parce que je crois que c'est une question intéressante, parce que la France est un État-nation, j'entends bien, elle a toujours été. Mais un État-nation, ça suppose des frontières, une armée, une police, une justice, une monnaie indépendante, etc. Donc, on voit bien que la classe dirigeante en France, depuis 40 ans au moins, essaye de détruire l'État-nation. Oui, et ils ont du mal. Ils ont du mal parce que la bête est robuste, mais est-ce que c'est pas... eux-mêmes ne reconnaissent pas la légitimité de l'État-nation et de celui qui le conduit. C'est-à-dire qu'ils disent, dans le fond, l'immigration, c'est l'Europe qui doit s'en occuper.
Mais non, c'est le roi de France qui doit s'en occuper. Est-ce qu'il n'y a pas chez eux un refus de faire ce qu'il faut pour que la France reste la France? Alors, c'est moins structuré et plus vague que ça. Il y a, chez le président Macron, ceux qui me disent ça sont des gens qui l'approchent ou qui l'ont approché depuis des années dans leur cadre fonctionnel, c'est-à-dire en tant que dirigeant de la police, de la gendarmerie ou autre. Il y a l'idée que tout ce qui touche autour de la sécurité et du régalien, c'est néandertal, quoi. C'est plus ça. Il faut être pour la fluidité absolue, et tout ce qui crée des frictions, tout ce qui est dans le contrôle, etc., ça le gêne et ça l'embête. Donc, il y a une forme assez perverse, et d'ailleurs d'origine américaine, de néolibéralisme, qui est en fait une forme d'anarchie, c'est-à-dire que tout ça leur déplaît. Voilà, donc ça ne retient pas son attention. Et comme vous le savez, la France étant un système encore aujourd'hui paléomonarchique, c'est-à-dire qu'on élit un souverain pour 5 ans, mais ça reste quand même quelque chose qui est beaucoup plus prestigieux que les autres formes de gouvernement des autres pays. Vous avez quelques centaines de hauts fonctionnaires qui sont pas longs à comprendre ce qui intéresse le souverain du moment ou ce qui l'intéresse pas, et ils agissent en conséquence. Donc, il n'a pas été long à comprendre. On a attiré, notamment, nombreux sont ceux qui ont attiré l'attention du président Macron quand il est arrivé sur la métastase de la criminalité dans certains quartiers, la fameuse politique de la ville. Alors, il a confié une mission à M. Borloo, et tout ce que disait et tout ce que faisait M. Borloo n'était pas idiot. Il fallait pas l'accepter aveuglément, mais il avait des idées qui étaient quand même de nature à arranger les choses. Et puis au bout d'un moment, ça a embêté M. Macron. Il a renvoyé M. Borloo à ses chères études, et puis il n'a plus jamais réuni le comité Théodule pour ça. Voilà, ça l'intéressait plus, quoi. Donc... Continuons là. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Ce qui l'intéresse, c'est il vit dans une espèce de Californie fantomatique des années 90, la France Startup Nation, alors que dans la vraie Californie de 2025, c'est plus ça du tout. Hein. Mais il vit dans une espèce de monde rêvé où il y avait c'est celle des premières années de la mondialisation, si vous voulez. Il est un peu coincé dans ce monde-là. Il est coincé dans son adolescence, en fait. Voilà. Dans ses années étudiantes. Quelque chose comme ça, oui. Et il n'a pas compris que c'était le retour des empires. Il a rien compris à l'espèce d'énorme coagulation en cours de l'Eurasie qui est en train de peser extrêmement lourd sur l'avenir du monde des 10 ou 20 ou 30 prochaines années. Et il est en train de vivre des concepts, il a une idée du présent et de l'avenir qui... d'après moi, est assez démodé, quoi. Il y a un terme que j'apprécie pour qualifier un peu la politique, l'approche sécuritaire d'Emmanuel Macron, c'est le terme anarcho-tyrannie. Je trouve que ça résume bien la chose parce que vous nous dites effectivement il n'est pas très intéressé par la chose sécuritaire parce que voilà c'est néandertalien, c'est très primitif. Mais d'un autre côté, c'est quand même on sent que ce régime a eu une sorte de jouissance à enfermer tout le monde pendant le Covid. On aime bien contrôler ceux qui sont très très peu susceptibles de générer de la criminalité. Et en revanche, on a l'impression qu'on a une réponse sécuritaire et derrière surtout juridictionnelle qui est absolument nulle en fait, sur tout ce qui compte réellement dans la criminalité. Voilà, il y a l'idée du contrôle par le haut et du fait d'amener les populations à un espèce de réflexe moutonnier où on leur dit faites tout ceci, faites tout cela, où ils doivent le faire, et où tout... C'est ça, contrôler à chaque fois, pénaliser 100% de la population pour même pas 1% finalement de cette population qui est véritablement nuisible en fait. Ah, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Vous savez que rien n'est plus contre-intuitif que la justice, et arriver dans une situation où on est happé à la justice, par la justice en étant innocent, c'est effroyable.
parce que on va faire tout le contraire de ce qu'il faut faire en réalité. Les seuls qui arrivent à se débrouiller bien avec la justice, c'est les bandits. Voilà, évidemment. Oui. Parce qu'ils ont organisé leur insolvabilité, ils ont eu des alibis, ils prévoient au moment où ils font un acte illégal, ils ont prévu déjà des façons de s'en sortir. Le brave homme qui, lui, a je sais pas, traversé en dehors des clous et quoi, oh là là, et là, le pire est à craindre. Oui, qui a fabriqué une cabane sans donc, la mairie. Cette remarquable revue que vous faites, quoi, une fois par mois, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire, non, on fiche la paix aux gens 2 mois par an, qui sont les mois d'été et puis Noël, mais c'est 10 fois par an. Même les criminels sont en vacances à ce moment-là, donc ça n'a pas d'importance. Alors, pas forcément, mais les honnêtes gens, eux, au moins le sont. Donc ils disent plus. Donc vous faites ça, et alors, vous le destinez à qui? Parce que c'est ça, vous faites pas ça parce que vous trouvez que vous avez besoin d'abattre des arbres pour mettre des trucs dessus. Non. Vous avez une idée derrière la tête. Il y a un public éclairé en France qui a besoin d'avoir à sa disposition un certain nombre de paramètres. Et les paramètres en question, ils sont économiques, financiers. Et là, j'imagine que Charles Gave... Il fait tout ce qu'il peut pour leur donner aussi. Voilà, pour leur donner. Donc on a la même idée, c'est fournir l'information qui est là et que les gens doivent avoir mais qui n'ont pas. Voilà. Et à l'heure actuelle, tout est fait pour que les gens ne l'aient pas, cette information. C'est comme dans le domaine financier. Ben voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chiffre là-dedans, dans tous les chiffres qu'on donne, parce qu'il y a des chiffres à toutes les pages. Tant de cambriolage, tant de ceci, tant de cela. Tous les chiffres proviennent soit de l'appareil d'État français, soit de ce que l'appareil d'État français est obligé de donner à Bruxelles, c'est-à-dire à Eurostat, et qui se garde bien de dire aux Français, quoi. Oui. Donc, il n'y a là-dedans donc vous êtes en train de dire que l'appareil d'information français est pas très crédible? Non. Dans tous les domaines? Il est, dans mon domaine à moi, dans le domaine à mien, il ne l'est pas. Il est élusif ou mensonger. Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qui ressort souvent. Je vais vous dire, je fais pas partie de ceux qui, alors bon, elle nous coûte trop cher, elle est peut-être trop volumineuse, mais l'administration française tourne bien. Pendant des années, quand les ministres refusaient de donner des chiffres précis, en disant combien il y a de toxicomanes en France, et de je sais pas, 3 millions. Alors non. Quand l'appareil d'État français sait quelque chose, il donne des chiffres précis. Et j'avais fait plastifier une petite nouvelle, une petite brève que j'avais lue dans un quotidien, Le Monde ou Le Figaro, en disant que la réimplantation des gypaètes barbus dans les Alpes de Haute-Provence avait été un grand succès, et que maintenant il y avait 19 gypaètes barbus dans les Alpilles, dont 7 poussins de l'année. Alors c'était une brève, c'était un truc qui était grand comme ça. Je disais, monsieur le ministre, pardon, mais un appareil d'État qui sait compter les gypaètes barbus, il est tout aussi capable de compter les toxicomanes. Alors, s'il vous plaît, parce que quand l'appareil d'État sait, il vous dit 720 622, quoi. Parce que les gens bossent. Oui, oui. Voilà, ils ont des chiffres de statistiques, quand je faisais mes trucs d'économie, là, il disait, quand vous devez donner des statistiques à l'État où vous travaillez, il faut toujours que ce soit avec 2 chiffres après la virgule, parce que là, c'est crédible. Oui. Tandis que si vous dites aux alentours de 30 000, tout le monde dit si vous dites 30 825,4, alors le virgule 4, ça emporte l'adhésion de tout le monde. Voilà, donc, mais c'est généralement, en plus, c'est vrai. L'appareil d'État français est une machine qui calcule, qui sait où sont les gens, et c'est un problème d'impéritie. Vous savez, juste avant le Covid, c'est-à-dire ça devait être janvier 2020 ou quelque chose comme ça. J'ai eu, comme ça m'arrive de temps en temps, mais j'étais prof pendant 15 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, donc j'ai eu une réunion avec des hauts cadres de la gendarmerie, des généraux, des colonels, et même, ce qui est très rare dans la gendarmerie nationale en France, un général 4 étoiles. Voilà, donc, on a passé la matinée à se parler des zones hors contrôle, des cités, des machins, des trucs, et à la fin, ce qui est important chez les militaires, le plus ancien dans le grade le plus élevé m'a dit, monsieur Roffer, on se connaît un peu, nous sommes prêts. C'est-à-dire que le jour où nous recevons l'ordre de remettre de l'ordre dans ce pays, et notamment dans les cités en question, nous le ferons, nous y sommes prêts. Il nous faudra quelques mois. Mais simplement, cet ordre, jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas reçu. Oui. Alors, vous allez me dire, mais les gendarmes, ils sont à la campagne, pourquoi ça les intéresse? Eh bien, parce que... Alors, commençons par rappeler, la France, en matière de sécurité, il y a 2 zones. Zone police, zone gendarmerie.
La zone police, c'est 5% du territoire français, mais 50% de la population, Oui, les grandes métropoles. Et la gendarmerie, c'est 50% de la population, mais 95% du territoire français. Et qu'est-ce qui se passe? À mesure où les cités hors contrôle métastasent en dehors des métropoles, ils atterrissent en zone gendarmerie. Maintenant, ils en ont plein, dans des villes moyennes, dans des choses... On a bien vu l'affaire Crépol, typiquement. Oui, voilà, exactement. Moi, quand j'étais enfant, je passais mes vacances en petit village qui était entre Montpellier et Nîmes, qui s'appelait Congénie. À côté, il y avait une ville un petit village qui s'appelait Calvisson, un gros bourg. Et il ne se passait jamais rien, c'était très bien. Puis récemment, il y a 4-5 ans, j'ai lu dans le journal comme vous un jour qu'il y avait des émeutes raciales à Avignon, à Calvisson. Oui. Je me suis dit, mais des émeutes raciales à Calvisson, au secours. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc, je me suis dit, s'il peut y avoir des émeutes raciales à Calvisson, c'est qu'il y a un gros problème. Oui, alors le problème, on sait très bien d'où il vient. À un moment donné, les Jeux Olympiques de 2024 devant être un des grands morceaux de bravoure de M. Macron, il a voulu nettoyer la capitale et on a envoyé tous les clandestins par petits paquets dans des endroits qui étaient d'abord des villes moyennes et après ça dans des petites villes. Et c'est comme ça que ça s'est répandu partout. Alors, faut pas être ni stupide ni méchant. Les gens en question, on les a envoyés dans les petites villes. Mais alors, c'est pas de leur faute. On leur a donné aucun moyen de subsistance. On les mettait dans des espèces d'hôtels à 2 balles, et puis on leur disait, voilà, restez là, restez sages. Alors, au bout d'un moment, vous êtes jeune, vous êtes généralement homme, puisque cette émigration-là, il y a 10% de femmes, donc majoritairement des hommes. Vous êtes dans... Même il y a si des jolies filles qui passent. Vous êtes nourri, mais mal, et puis logé, mais pas bien, vous allez essayer de vous débrouiller par vous-même. Si vous vous débrouillez par vous-même, le risque est fort que les seuls qui peuvent vous embaucher immédiatement, sans formalité, sans paperasse, sans savoir la langue, sans avoir passé 15 contrôles, etc., c'est les bandits, effectivement. Et donc, vous avez des gens qui deviennent dealers et tout, qui après ça, fatalement... on est dans une maison où l'économie et la finance comptent quand même à présent. Il y a la loi, effectivement, des rendements décroissants. À partir du moment où vous êtes toujours plus de dealers à vendre de la drogue, le prix de la drogue baisse. Et après ça, comme vous êtes un hors-la-loi, parce que vous vendez des substances illicites, vous ne pouvez pas avoir recours à la loi de l'État, puisque vous vous êtes mis en dehors, et vous ne pouvez pas, quand vous trouvez que votre chef bandit vous paye assez mal, vous ne pouvez pas aller au prud'homme, et quand un point de deal a été piqué par une autre, vous ne pouvez pas l'attaquer en justice. Qu'est-ce qui reste comme chance? Que pouvez-vous faire? Vous vous entretuez. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, même à Criquebeuf-le-Petit ou à la Motte-Beuvron, il y a des bandes qui s'entretuent parce qu'on est dans ce phénomène-là, repousser la criminalité vers les campagnes. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une bande dominante, mettons les gendarmes, et il commence à y avoir des bandes concurrentielles qui disent ce que font les gendarmes chez moi, quoi. Oui. À la fin, c'est ça, oui. On les considère comme la bande ennemie parce qu'elle arrive sur ce qu'elle a décidé, qui était son territoire. Et eux, ils ne trouvent pas que c'est leur territoire à eux, quoi. Donc, tout ça, si vous voulez, une petite conclusion momentanée, tout ça se chiffre, tout ça est capté par l'appareil d'État, mais l'appareil d'État essaye de détourner l'attention des gens en disant c'est du racisme. C'est pas du racisme. Si vous mettez des Norvégiens dans la même situation, ils se conduiront pareil. Ouais. Donc, ce n'est pas du racisme. Et en plus de ça, évidemment, dans les zones de banlieue où ces phénomènes-là se produisent, c'est la population qui vit sur place qui en est la première victime. Je vais dans des quartiers hors contrôle. C'est des grands-mères. Non, c'est la femme enceinte. La femme enceinte qui n'est pas protégée. Avec la poussette à la main parce qu'elle a un bébé dans son ventre et l'autre dans la poussette et qui est obligée de monter au 10e étage à pied parce que les dealers ont monopolisé l'ascenseur. C'est tous les jours en France. Et la dame en question, elle est rarement berrichonne dans les quartiers en question. Non, c'est pas faux ça. Alors, sur l'établissement de certaines statistiques sur lesquelles... le ministère de l'Intérieur est soit volontairement un peu flou, soit cache carrément les chiffres.
Il y a un exemple que je trouve très intéressant, c'est l'histoire des cambriolages. Ouais. Parce que c'était Bruno Retailleau qui avait dit qu'on avait 600 cambriolages par jour, ce qui correspond en fait à peu près à 218 000 en fait, cambriolages par an. Et alors, ce que vous dites, c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a 218 000 cambriolages par an de logements. Oui. Mais derrière, sur les locaux industriels, commerciaux et financiers, c'est 74 000. Sur les autres lieux, c'est 46 000. Et vous expliquez très bien que, notamment pendant le Covid, ce type de cambriolage a beaucoup augmenté parce que les gens y étaient plus, tout simplement. Ils étaient chez eux tout le temps. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Moins de cambriolage chez soi, plus dans les bureaux. Donc, c'est une forme de criminalité boutiques. qui a pris beaucoup d'importance. Ce qui nous amène à un total non plus de 218 000, mais de 337 000. Et vous ajoutez à cela que selon l'enquête VRS sur les atteintes aux biens des ménages, 42% des sondés déclarant une effraction ou une tentative portent plainte, donc 58% demeurent dans l'ombre. Voilà. C'est quand même énormissime. Alors, oui, ça veut dire que ce soit dans votre logement, ou dans votre boutique, ou dans vos bureaux, ou dans votre exploitation agricole, ou dans votre hangar, que vous soyez cambriolé dans tous ces lieux-là, et que la police le sache, ou que pour une raison X ou Y, ça va faire augmenter ma prime, on ne l'ait pas déclaré, ça veut dire que le nombre réel de cambriolages en France équivaut en 2023. Pourquoi 2023 ? Parce que 2024, c'est une année exceptionnelle. Oui, il y a une JO, saturation policière pendant les JO de 2 mois qui ont fait baisser les statistiques. Mais en 2023, le nombre réel de cambriolages en France, une fois de plus, logement privé ou local professionnel ou agricole, etc., c'est 1 par minute. Oui, c'est ça, 1460 par jour. Voilà. Donc vous vous rendez compte ? Plus de 2 fois ce que le ministre de l'Intérieur disait. Exactement. Et alors pourquoi il cache la... Attendez, oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il balaye la poussière sous le tapis ? Parce que il est possible de faire des comparaisons avec d'autres pays d'Europe. Ah voilà, c'était ma question. Voilà. Alors, évidemment, ça sert à rien de faire des comparaisons avec le Liechtenstein ou avec Malte, mais si on prend la Grande-Bretagne, quoi qu'elle soit plus dans l'Union européenne, elle est quand même en Europe, si on prend l'Allemagne, si on prend l'Italie, on prend l'Espagne, les résultats de la France en matière de cambriolage sont effroyables. Songez qu'il y a 2 fois moins de cambriolages en Allemagne, alors qu'ils ont eu cette marée migratoire effroyable à partir de 2015. Et songez qu'il y a 3 fois moins de cambriolages en Italie, malgré la mafia, quoi. Au secours. C'est vraiment la preuve que les gens qui nous dirigent sont des incapables. Alors qu'ils ont un bon outil, ils ont un bon appareil d'État sous leurs ordres, et il faudrait le financer un peu mieux en ce qui concerne la justice, mais pour tout le reste, ça va. On n'interroge évidemment pas les syndicats de police qui disent toujours que le commissariat n'a pas été repeint depuis 10 ans, etc., et que les toilettes ne sentent pas bon. Mais en dehors de ça, l'outil de l'appareil d'État est bon. On a même une quotité de policiers et de gendarmes par 100 000 habitants qui est très convenable, même si ce n'est pas le cas pour la justice, et le gouvernement, à l'heure actuelle, s'en sert mal ou ne s'en sert pas. C'est ça qui est dramatique. Alors bon, il s'en sert pas. Et je reviens toujours à la question. On a un bon corps professoral en France. On peut dire qu'on s'en sert pas dans l'éducation. On a un bon corps professoral, on a un bon corps hospitalier. Et on s'en sert pas. On a d'excellents militaires. Là aussi, ils n'ont pas un rond, ils ne peuvent rien faire. Donc, dans toutes les missions importantes de l'État, on se rend compte que, dans le fond, la population est plutôt bien formée, qui devrait effectuer cette fonction, et qu'il manque, si je devais dire, il manque une volonté. Une impulsion, oui. Il manque une volonté, quelque part, de dire, maintenant, vous allez vous mettre au boulot, les gars, et assez de jérémiades. Donc, qui a pris le pouvoir en France pour que ceux qui prennent le pouvoir n'aient même pas envie de l'exercer. C'est ça qui est étonnant, si vous voulez. Moi, ce qui m'étonne, c'est chez ces gens-là, s'ils vous disent « je peux rien faire ». Mais à ce moment-là, pourquoi tu t'es fait élire, mon grand ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelle est la maladie intellectuelle qui frappe nos élites ? Mais elles ne veulent rien entreprendre qui soit à long terme, parce que le bénéfice de la réussite leur échappera. C'est-à-dire que ce que tu es en train de me dire, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que s'ils se disent « moi, je vais être impopulaire, mais la France sera mieux dans 5 ans », ils ne le feront pas. Non, ils ne le feront pas.
Mais alors, tout le monde sait, j'imagine, c'est pareil en économie et en finance. L'activité humaine adopte toujours la forme d'une courbe en J. Absolument. C'est-à-dire Au ça va départ, on toujours en plus prend la mal gueule et et en ça plus, va ça- toujours aller mieux. Voilà, exactement. eux, ils préfèrent le contraire. Non, ils préfèrent que ça soit tout plat, quoi, parce que je vais au journal de 20h ce soir. Songez par exemple, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, il arrive, alors à ce moment-là, il a décidé de jouer à l'homme de droite, alors il dit non, la drogue, il l'a dit lui-même, c'est de la merde, etc., c'est grave et tout, et moi je vais engager la lutte contre la drogue. C'est ce qu'il dit. Le fait-il? Non. Et comment peut-on le mesurer? Mesurer le succès de la lutte contre les stupéfiants est enfantin. C'est comme quand votre petite dernière a 38,5 ou 39, on lui met le thermomètre, elle a 39, elle prend un médicament, 3 jours après, elle a 37. Avant, elle est malade, après, elle est soignée. Pareil pour les stupéfiants. La rareté des choses, que la marchandise soit légale ou illégale, la rareté d'une marchandise détermine son prix. Ça doit être à peu près comme ça depuis Néandertal, là aussi. Hein, voilà. Donc, à partir du moment où vous entreprenez une lutte contre Le prix de la drogue devrait monter. bien entendu, vous entreprenez la drogue-reine, là, je vous dis, il y a des cycles, mais la drogue-reine à l'heure actuelle, c'est la cocaïne. Vous prenez le prix d'un gramme de cocaïne quand arrive Monsieur Darmanin au ministère de l'Intérieur. Allez, ok, c'est 80 € le gramme. Et donc, il y a tous les jours, en France, l'appareil d'État fonctionne bien. Il y a des jeunes policiers qui se laissent pousser les cheveux, qui se rasent pas, qui se mettent des vêtements dégueulasses, qui vont du côté de la gare du Nord ou ailleurs, dans des points de deal, acheter un gramme, et ils le ramènent au bureau, et après ça, on voit son prix et on voit son niveau de pureté. Voilà. Et donc, on sait la fluctuation des prix. Eh bien, quand M. Darmanin arrive, c'est 80 € le gramme. Quand il part, c'est 60 € le gramme. Et là, maintenant, c'est en train de s'effondrer, si vous voulez. Bientôt, on aura de la cocaïne à 45 € le gramme. Et donc, alors pourquoi c'est dangereux? Parce que, bien entendu, plus la drogue est bon marché, et plus des gens faibles et fragiles peuvent l'acheter. Tant que c'est un luxe de millionnaires, en termes de santé publique, c'est pas grave, parce que si c'est des millionnaires, ils ont du fric pour se soigner. Mais si c'est des étudiants, mais si c'est des chômeurs, mais si c'est des gens comme ça devient un problème de santé publique effroyable. Donc c'est pour ça qu'il faut saisir suffisamment de drogue pour qu'elle reste chère, pour qu'elle ne soit pas, à l'heure actuelle... Pour que seuls les riches aient le droit d'en avoir. Non, pour que seuls les riches puissent être C'est con, ils puissent l'acheter parce qu'ils sont riches. Oui, ils non, sont cons, mais ils sont riches. Qu'ils aient l'accès à la matière dangereuse soit le plus limité possible. C'est le nombre qui compte, c'est Voilà. pas la richesse. Mais alors, donc, ce qu'il faut se dire à l'heure actuelle, c'est que dans certains coins de l'Est de la France, dans la Meuse, dans la Meurthe-et-Moselle, vous trouvez de l'héroïne à 7 € le gramme. C'est-à-dire que n'importe quel gamin avec son argent de poche est capable de se droguer. C'est ça le problème. C'est affreux. Hein. Ah oui, bien entendu. Bah oui, parce que là aussi, on est dans la loi des rendements décroissants. Il faut en prendre toujours plus pour avoir un effet toujours plus faible. À la fin, c'est la dose mortelle, quoi. Voilà. Donc c'est la J'ai vu les dégâts de l'héroïne, c'est absolument épouvantable. La cocaïne, bon. Depuis quelques années, on a le fentanyl aussi. Donc oui. Le fentanyl, les types, je les ai vus à New York. C'est de l'héroïne chimique. Voilà, c'est l'héroïne chimique. Bien, alors donc ça c'est une très bonne chose. Vous allez faire, voyez. Pardon ? Je dis, moi je suis, en bon libéral que je suis pour la liberté d'information. Oui. Et pour que la liberté d'information existe, il faut qu'il y ait des gens qui se décarcassent pour qu'elle existe. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on peut penser, c'est rarement l'État qui favorise la liberté d'information, quoi. Il favorise la liberté de l'information qui l'arrange. Voilà, donc il n'y a pas de liberté d'information. C'est donc orienté. Ce que vous faites est à la fois extraordinairement nécessaire et extraordinairement dangereux pour vous. C'est-à-dire que avec ça, vous ne faites pas que des amis. Non, évidemment, mais vous savez, l'avantage... Vous n'avez pas peur ? Non. Ben, c'est bien. Alors, d'une part, et puis deuxièmement, les libertés académiques existent en France. À partir du moment
où j'ai les moyens de l'établir, et à partir du moment où je ne suis pas injurieux avec des individus X ou Y, à partir du moment où je respecte les lois en vigueur, j'ai le droit de m'exprimer. Dans le grand amphithéâtre de l'université, j'ai le droit de dire que je désapprouve ceci, que je désapprouve cela, à partir du moment, bien entendu, où j'ai les moyens de l'établir. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est vrai, dans l'université, etc., mais ce que j'ai vu aussi dans l'université, etc., c'est que ceux qui établissaient ça, leur carrière s'arrêtait brutalement. Oui, mais ça, il y a moyen de se prémunir contre ce genre de choses. Et puis, c'est le risque qu'on prend. Oui. Donc, pour l'instant, c'est pas payant. Non, il s'agit d'établir de se faire un socle de gens qui sont intéressés par le phénomène et qui pensent que l'information réelle doit circuler. Voilà. De manière à dans un État démocratique, le dernier barrage ultime, une fois que tous les autres ont été enfoncés, c'est la solidité et la résistance de l'opinion publique. Voilà. C'est-à-dire que quand les gens savent là où ça commence, là où ça se termine, ils n'ont pas peur. Quand on leur raconte des cracks, ils finissent par avoir peur parce que à partir du moment où il y a eu un mensonge, ça entraîne tout le reste. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est tout à fait vrai. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a eu 2 mensonges extraordinaires. Le premier, ça a été sur le Covid. On nous a dit la science a parlé. Du coup, maintenant, la médecine est démonétisée partout. Plus personne ne croit les médecins à cause du Covid. Oui. Et ça semait le trouble. Ça semait le trouble parce que pour la plupart des gens, les médecins, c'était quand même des gens impeccables. Avec le stéthoscope, la blouse blanche. La blouse blanche, c'est impeccable. Et vous voyez ça, cette espèce les savants sont déconsidérés maintenant. Les gens n'y croient plus. Il y avait toutes ces discussions sur le réchauffement atmosphérique, etc. aussi, ça pose des... Donc, la seule façon de ramener la confiance dans l'électorat, c'est qu'ils aient accès à l'information. Et que, en d'autres termes, vous savez, c'était saint Thomas d'Aquin, il y a l'argument d'autorité, mais l'argument d'autorité, plus personne ne peut l'utiliser aujourd'hui. Non. C'était la boutade dans la pièce de théâtre. J'avais confiance, il avait la Légion d'honneur. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, non. Maintenant, c'est fini. On vient d'envoyer un mec avec la Légion d'honneur en prison. Oui. C'est celui qui les décernait, même. Oui, d'ailleurs, oui, absolument. Ce que je trouve admirable, c'était un de mes amis qui avait été décoré, qui disait, on l'avait félicité, il avait dit, j'ai été décoré dans une rafle. Ouais. Eh ben oui, exactement. Donc, ce qu'il faut, c'est rétablir la confiance par le bas, par l'information, par l'honnêteté, par la contradiction. Les gens sont très avides de ça. L'autre jour, j'étais sur une radio et il était question des petites manœuvres de censure, etc., à l'heure actuelle, pour supprimer les azides. J'ai dit, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire, ça ne marche jamais. Ceux qui entreprennent ça ne font qu'une seule chose. Ils vissent le couvercle sur la marmite et à force que la pression augmente à l'intérieur, ça finit par leur exploser à la figure. Avec des moyens dont, heureusement d'ailleurs, plus personne ne bénéficie dans le monde, je leur dis, regardez ce qui s'est passé dans l'histoire. Jamais l'Inquisition n'est venue à bout de la réforme, par exemple. Avec les bûchers, les machins, les trucs, etc. Ceux qui ont voulu basculer ont basculé. Tous les moyens du GPU, du KGB, etc. À la fin, il y a un pépère septuagénaire et largement qui a été en Pologne, qui a dit « n'ayez pas peur », et tout le soufflet s'est effondré. Pourquoi ? Parce que les gens se sont dit « tiens, c'est vrai, pourquoi on avait peur ?» C'est incroyable. En fait, vous avez eu Solzhenitsyn et le pape. Et oui, voilà. Ça suffit. Le soufflet est retombé, mais brutalement. Donc l'essentiel, c'est ce qu'on va dire ce soir. N'ayez pas peur. Oui. Et pour ne pas avoir peur, informez-vous, apprenez. Voilà, exactement. C'est une démarche pédagogique. Voilà. Moi, c'est ce qu'on essaie de faire l'Institut des libertés, etc. C'est le plus vous apprenez, le plus vous comprenez, le moins vous aurez peur et le meilleur citoyen vous serez. Voilà, c'est la voie à l'autonomie. Voilà. L'être humain a besoin de son autonomie. L'autonomie physique commence par l'autonomie intellectuelle, savoir où je mets les pieds, si je mets les doigts dans la prise de courant, est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Et après ça, on a son autonomie personnelle et familiale. Et à ce moment-là, on est un être libre.
Exactement. C'est la démarche. C'est la démarche qui est faite ici. C'est amusant parce que c'est notre démarche à l'Institut des Libertés qu'on a fait il y a 10 ans. Et aussi curieux que ça paraisse, on est rejoint par de plus en plus de gens. C'est-à-dire que vous, mais il y en a d'autres qui nous approchent en disant « aidez-nous ». Noé, dans la géopolitique, c'est pareil. On ne peut pas, à l'heure actuelle, dans un monde où on met 24 heures à faire le tour de la planète, on ne peut pas ne pas avoir une vision géopolitique. Et on ne peut pas, vous en avez parlé tout à l'heure, on en a souvent parlé quand on a notre ami aussi, qui est là, le troisième membre, ce bon Juvin, c'est qu'il est évident, comme vous l'avez dit fort justement, que toute l'Asie continentale est en train de se prendre en masse pour devenir un groupe, un troupe qui va se mettre à faire du commerce entre eux. Mais ça change le monde complètement. Donc, totalement. Et quand j'ai été c'était à Prague, je crois que j'ai discuté avec des gens, des diplomates, et ils pensaient pour eux que la diplomatie, que les Américains discutent avec les Européens, qu'ils discutent avec les Américains. Mais j'aurais dit, mais vous êtes cinglés, tout se passe ailleurs aujourd'hui. Oui, tournez la tête, regardez ce qui se passe. Oui. Donc, partout, on voit nos élites qui continuent à fonctionner sur les schémas du passé et qui refusent de regarder le monde nouveau. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe, et singulièrement dans l'Union européenne, rappelle assez tragiquement le dernier siècle de Byzance. Un repliement sur soi, tous ceux qui ne pensent pas comme nous sont des hérétiques et il faut les punir. Et là aussi, ça se termine jamais bien, quoi. Ça se termine jamais bien. On a l'impression qu'on s'occupe que d'autres choses aussi, de Vous choses avez absolument futiles. Notamment, hier... Alors, j'étais sur une télé et puis on nous a interrompus parce qu'il y avait la patronne du musée du Louvre qui venait faire une déposition sur le vol des bijoux, etc. J'ai vu la dame en question. On était 4 ou 5 autour sur le plateau, là, avec la présentatrice et tout. On était hallucinés. Nous étions en 1785. Il y avait une espèce de... Qu'est-ce que c'est maintenant? On va m'embêter. Oui, pourquoi? Elle était indignée. De quel droit vous plaignez, de quoi que ce soit. Mes privilèges, on a jeté mon nom en pâture. C'est ça le problème. 88 millions, valeur marchande uniquement, hein, pas valeur patrimoniale, qui ont disparu. La France, qui est la risée du monde entier, et cette dame disait, on me fait perdre mon après-midi pour des conneries, pour parler les choses clairement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on me demande? Alors bon, elle a lâché qu'à la fin, il y avait eu un vague incident, mais que le risque zéro, etc. Mais il y avait une espèce de suffisance, une espèce de morgue, de machin. Et je suis sûr qu'à Constantinople, les types qui étaient au pouvoir dans le dernier siècle, ils étaient parfaitement suffisants aussi. Ben oui, bien entendu, ils se sont mis mal avec tout le monde. L'église maronite du Liban, c'était des orthodoxes, ils les ont traités d'hérétiques. Ils ont tellement, le dernier siècle de Byzance. Alors ça, c'est quelque chose dont on ne se vante pas en Europe parce qu'on vit sur des illusions. La population grecque et la population serbe, qui étaient les grosses troupes de l'orthodoxie de Byzance, était tellement exaspérée par les Byzantins de Byzance, le petit noyau résiduel, que l'armée de Mehmed II qui a conquis Constantinople était en majeure partie formée d'orthodoxes des pays-là qui ne les supportaient plus. Voilà. Donc à la fin, les gens se sont retournés. Vous voulez dire qu'un jour, on va tous se réunir, là, 3 ou 4 dans cette pièce-là, et qu'on va aller attaquer l'ENA? C'est même pas la peine, ils sont en train de s'autodétruire. Il suffit de voir la dame en question, la patronne du Louvre, là, qui doit sans doute réellement ou par complicité intellectuelle être de cette caste-là, et donc ils sont en train de s'autodétruire. Mais j'étais stupéfait. Elle était en train de nous faire, ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche, quoi. C'était exactement ça. La Valtaille, là, ça va comme ça. C'est-à-dire c'est un sujet qu'on a débattu ici, mais qui retrouve pareil. C'est-à-dire qu'on a créé une espèce de classe qui est complètement endogène, puisque, paraît-il, les grandes promotions de HEC, Sciences Po, l'ENA, etc., viennent de 80% de 90 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire que vous avez une espèce de classe qui s'est créée, qui est une espèce d'aristocratie de noblesse. Caste, c'est une noblesse de bureau. Une noblesse de bureau, et qui n'est pas intéressée par... ces manantes ou non, ça la gêne. Une fois, dans le bulletin des
des anciens de l'ENA. Ils ont une revue des anciens de l'ENA. Il y avait une dame qui était un peu hérétique par rapport à sa caste, qui m'a demandé de faire un article sur les problèmes de sécurité. Tous les autres se sont étranglés, on dit fini, terminé. Ça a été une fois et pas deux. Vous savez, il y avait quelqu'un, quand on était dans l'obscurité, quelqu'un qui avait gratté une allumette. Oh, il y a les monstres qui leur apparaissaient. Ils ont envie de souffler sur l'allumette et voilà. Donc, à l'heure actuelle, ce sont des faits divers, ça n'a aucune importance et c'est pas grave parce que là où on est, ça peut pas nous atteindre. Voilà. Eh bien, si ça peut les atteindre, écoutez, merci d'être venu. Voilà. Et puis alors, il va falloir qu'on se revoie avec Juvin de ces jours quand même pour sans continuer problème. la discussion. Et là, c'est important, si vous voulez recevoir... Vous mettez ça sur le recevoir le document. Le document, vous envoyez votre prénom. Que voilà. Vous soyez maire, conseiller général, député, chef d'entreprise, parce que, ou assureur, eh bien, vous tout allez ça avoir vous besoin de concerne. ces statistiques. Là-dedans, il y a la recette de la sauce à laquelle vous allez être mangé. Voilà. Donc, il faut apprendre les données de base, simplement pour pouvoir s'en prémunir. Et s'en prémunir intelligemment. Alors, l'intelligence des collectifs des Français n'est pas en cause. La qualité de son appareil d'État est encore pour l'essentiel, parce que vous savez, que vous êtes criminologue, vous allez dans d'autres pays. Alors, je dois commencer ailleurs. Eh ben, des fois, c'est pas terrible non plus. Donc, nous, on a de fort beaux restes dans des tas de domaines. Dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité, on a des armes, on a des outils. Les outils en question sont configurés non pas dans une ambition tyrannique ou dictatoriale, mais pour maintenir l'ordre, qui est un réquisite absolu pour que les gens puissent travailler tranquille, envoyer les enfants à l'école et aller chercher le pain. Donc tout ça, c'est la base de tout. La base de tout. Voilà. Et la base de tout, c'est des chiffres. Les chiffres, on ne vous les donne pas. Et ben nous, pour l'instant, on a accompli la tâche civique qui consiste à les révéler, à les exposer et à les sourcer pour montrer qu'ils sont justes. Absolument. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Merci d'être venu sur cette chaîne YouTube. Et puis on vous dit à très bientôt. Hein. Voilà, oui, on se reverra avec habituel. Et je dis merci à tous nos auditeurs aussi qui nous ont suivis jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci mille fois.